Au cours des précédentes vidéos des OVI, objets volants identifiés ou objets aquatiques identifiés, les méprises, nous vous avons fait part, autant dire l'équipe d'ODH TV, de nombreux types de méprises. Les satellites, les flashs iridium, ISS, les avions en phase d'approche, les hélicoptères, les traces au sol identifiées, mais également les photos surprises, les fakes, l'influence des émotions pendant une observation. Donc bonjour à vous, ODH Note, auditeurs ou simples curieux qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce 7e épisode des méprises. Je vous retrouve dans le département des Bouches-du-Rhône entre Lançon de Provence, Châteauviran et l'étang de Berre. Il y a d'ailleurs ici souvent des méprises avec les avions en phase d'approche de l'aéroport de Marignane qu'il n'y a pas loin. Mais ceci n'est pas le thème de cet épisode. Au sommaire de cette édition, je vais vous partager deux grands thèmes. La couverture sonore et l'intensité des sons pendant une observation et les canulars en ufologie, avec les interventions de Rémi Fauchereau, président de l'association d'études des phénomènes aériens et également reporter ODH TV pour le département de l'Yonne, Gilles Durand et Thierry Rocher de l'association du SAU, sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques, mais également l'astronome Eclipse du site Astropléiade. Seront agrémentées de nombreuses vidéos d'avions, d'hélicoptères, bref, des exemples. C'est un gros problème la couverture sonore, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, ça fait partie des choses que beaucoup d'enquêteurs oublient. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en voiture. Alors il y en a qui le disent, on l'a vu tout à l'heure dans un témoignage. Le gars dit je peux pas vous dire s'il y avait du bruit parce que j'étais en voiture et mon moteur tournait. Donc le mec il a pris conscience de ça. Mais il y a plein de gens qui n'en prennent pas conscience. Donc ce qui fait qu'ils voient un truc qui leur paraît silencieux, alors qu'en fait il y a leur moteur qui couvre le bruit de l'avion, de l'hélicoptère, d'une moissonneuse batteuse au milieu des champs, parce que ça, ton truc là, il faudrait savoir quand est-ce que ça a eu lieu, ton cas là, avec ta grosse... ça peut être une moissonneuse batteuse au milieu des champs, hein. Et ça éclaire, je peux te dire que ça y va, hein. Là surtout, si c'était dans les années 2000, aujourd'hui les moissonneuses batteuses, elles ont des spots, mais alors là, ça éclaire le champ entier. Hein. Oui, j'ai vu ça. Bah oui, pour ça que moi je pense aussi à ça, tu vois. Mais ça, les gens étaient en voiture, si la moissonneuse batteuse, qui fait beaucoup de bruit quand même, même la nuit, hein, surtout la nuit, parce que les bruits sont amplifiés, les gars ils sont dans leur bagnole, fenêtres fermées, autoradio aussi, bah voilà, t'as tout à fait raison, j'avais oublié ce détail-là. Autoradio, ils discutent entre eux, le bruit du moteur, parce que toutes les voitures ne sont pas insonorisées au point de ne pas entendre le moteur qui tourne, même les plus récentes. Donc, alors ça c'est les gens qui sont dans leur voiture, qui se déplacent. C'est le Zingu. Un cas typique dont on parlait déjà dans les années 80. Lorsqu'on faisait des enquêtes, on a vu des cas où on s'était rendu compte que le sens du vent et la distance entre le phénomène et le témoin, une grande distance entre le phénomène et le témoin, faisait que on ne pouvait pas entendre de bruit lié au phénomène. C'était tout à fait normal. Alors là aussi, c'est-à-dire qu'en fait, selon le sens du vent, tu vas recevoir un bruit ou ne pas le recevoir du tout. On l'a vu hier soir avec l'hélicoptère. Il est là, tu le vois pas? Là, rouge. Tu vois le pan rouge dans le ciel là? Ah putain, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On a entendu, moi je l'ai entendu, peut-être le premier, je sais pas. Peut-être, je pense. Je dis tiens, ça c'est un hélicoptère. Et au départ, on pensait à un hélicoptère militaire. Vu le bruit du rotor, Des pales, ouais. ouais, le bruit du rotor était très important. Moi j'ai pensé à un Puma dans ma tête.
Mais en fait, c'est parce que le vent venait vers nous. Donc on recevait beaucoup de bruit. Hein. Donc il est arrivé, on l'a vu passer, bon, nous on était dans le chemin et on l'a vu passer comme ça, donc avec les feux rouges, après les feux arrière blancs, et au fur et à mesure qu'il s'éloignait, on ne l'entendait plus. Et à un moment donné, on le voyait toujours, on ne l'entendait plus du tout. On le voit toujours, il n'y a plus un bruit. Non. Couverture sonore. Ah, il va à l'aérodrome, lui, donc ça rebranche. Il atterrit là. C'est comme pour les avions de ligne, il y a des gros avions de ligne que tu vois quand même déjà de manière assez importante, et tu n'entends rien du tout. Et il y a aussi quelque chose auquel on ne pense pas, c'est la vitesse de diffusion du bruit. Mhm. Alors quand on voit un avion, d'abord on le voit et ensuite on l'entend. Le son arrive toujours bien après l'image. Et c'est normal, la lumière arrive plus vite, elle se déplace plus vite que le son. La vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son. Tu sais, c'est l'histoire de l'éclair. Oui. Hein. Tu perçois l'éclair à la vitesse de la lumière, mais tu ne perçois son bruit qu'à la vitesse de déplacement du son. Donc c'est pour ça que tu comptes les secondes. 1 seconde, 2 secondes, 2 secondes, 3 secondes, et là t'entends. Alors le vent peut jouer aussi, le taux d'humidité, l'altitude de l'avion également. Et puis on n'entend pas toujours les avions de toute façon. Il suffit de tomber au bon moment lorsque les avions de chasse s'entraînent, on ne les entend pas toujours. Et d'ailleurs on ne les voit pas toujours, c'est-à-dire qu'ils sont capables de tout à fait d'éteindre leur lumière. Et alors là, non seulement on les voit pas, on les entend pas, on les voit réapparaître un peu plus loin. Ça peut prêter à confusion, on peut se demander ce que c'est que ce truc-là. Mais en dehors des avions de chasse, je ne connais pas vraiment de machine capable de faire ça. Les avions de ligne peuvent le faire évidemment, mais ils ne s'y amusent pas. Ils n'en ont pas le droit et puis ça n'aurait aucun intérêt de toute façon. On ne va pas risquer la vie des passagers juste pour le plaisir d'éteindre les phares de l'avion, par exemple. Mais les avions de chasse s'entraînent régulièrement, pour ainsi dire tous les mois, peut-être parfois toutes les semaines, hein, ça dépend des bases et puis des moments dans l'année. Mais quand un avion de chasse s'entraîne de nuit, ça peut paraître assez surprenant. Pour l'avoir déjà vécu plusieurs fois, je confirme que c'est étonnant. Des fois, on n'entend plus rien, on ne les voit plus, parce que quand ils éteignent leur lumière, s'il y a du bruit, on sait qu'ils sont pas loin. S'il n'y a plus de bruit, alors là, cherchez-les. Donc voilà, ça dépend aussi de la position de l'avion, des conditions météorologiques. De même, si l'avion est au-dessus ou en dessous des nuages, d'éventuels nuages, là aussi, ça change encore les choses. Quand vous avez un avion en face, vous n'entendez pas le son. Parce que le son, il faut être derrière l'avion. Il faut que l'avion est passé, et une fois que l'avion est passé, que vous entendez le son. Il faut être donc derrière, à partir du moment où l'avion passe au-dessus de vous, qu'il a fait un certain nombre de mètres ou de centaines de mètres, vous commencez à entendre le son. Parce que l'onde de choc, c'est l'onde de choc, hein, l'onde de choc, l'onde de choc sonore, pardon, hein, pas l'onde de choc, l'onde de choc sonore, elle se diffuse comme l'onde de choc normale, quoi. Et c'est le bruit qu'on l'entend une fois que l'avion est passé. Voilà. Mais quand vous êtes devant l'avion, ben, vous ne l'entendez pas, à moins que ce soit un hélicoptère. Un hélicoptère qui arrive de loin, vous l'entendez. Vous l'entendez quand il s'arrête, c'est pareil. S'il est très loin, vous ne l'entendez pas forcément. Mais quand il passe, il se rapproche de vous, vous l'entendez. Mais un avion, c'est différent. Alors, on entend le son de l'hélicoptère depuis un bon moment.
Et ça produit quand même pas mal de méprise, parce que les Ah gens oui. ils disent mais non, il n'y avait aucun son. Regarde un avion qui... Moi j'ai déjà photographié des avions en phase d'atterrissage, avec tous leurs feux d'allumés, tu sais, les feux d'atterrissage d'allumés. Alors les feux des boudelles, hein, anti-collision, les feux à atterrissage au niveau des ailes, presque de la carlingue allumée, le feu en dessous, vers la roulette avant, le feu pour éclairer la piste, etc. J'ai photographié. Alors avec les ailes, comme ça, en V, hein, les ailes, on dirait une soucoupe, avec la carlingue, ça fait comme un dôme de soucoupe volante. Avec les feux, on dirait que c'est une soucoupe illuminée avec les feux. Et d'après la photo, quand j'ai fait la photo, j'étais sur le toit de la tour de contrôle, oui, et on n'entendait rien de rien. Et c'était déjà en phase d'approche, de manière prête à se poser, donc l'avion était très près, et on n'entendait rien. Puis il y a aussi autre chose que tu oublies, c'est que des fois les témoins voient ça de très loin, l'avion semble loin, mais il y a aussi d'autres sons devant eux. Il peut y avoir une ville, il peut y avoir une route, il peut y avoir d'autres qui masquent le son. Donc l'ambiance sonore, elle influence beaucoup une partie des sens de l'être humain, donc, et qui peuvent perturber une bonne audition de ce qu'il aurait dû percevoir. Je vais donner un exemple. Tout à l'heure, il y avait un hélicoptère qui n'arrêtait pas de tourner dans ce coin-là. Là, vous entendez les voitures dont la route passe juste en dessous. Vous entendez aussi des bruits qui proviennent donc non loin de l'étang de Berre. Donc, il suffit qu'il y ait donc une couverture sonore par rapport à des éléments qui sont au premier plan. Vous voyez des lueurs au loin qui sont, par exemple, une méprise avec un avion en phase d'approche. Vous n'entendrez pas le bruit de l'avion. Donc, pour vous, ce sera un ovni, ce sera un phénomène aérien que vous n'arrivez pas à identifier. Il y a des bruits qu'on n'entend plus. Oui, aussi. Qu'on n'entend plus, on les entend plus. Le bruit des villes, on l'entend plus. Non. Tu sais, quand tu n'y penses pas, si tu te mets à y penser, c'est incroyable ce que tu vas te mettre à entendre. Des tas de trucs différents. Tu ne perçois pas, quand tu n'y penses pas, hein, ce que tu vas percevoir, c'est les trucs qui vont t'agresser l'oreille. Des trucs qui ont un niveau sonore ou une fréquence sonore qui va être dissonante avec le bruit ambiant. Autrement, tu vas rien entendre. Ou alors, c'est quand tu passes à côté de quelque chose, quoi. Par exemple, tu vas passer à côté d'un magasin qui a la porte ouverte et il y a la radio à l'intérieur là tu vas l'entendre. Mais dès que tu vas t'éloigner, tu vas plus l'entendre et ça va être le bruit ambiant qui va reprendre le dessus. Là, c'est l'intensité des sons. Si vous avez un avion qui a je ne sais pas combien de kilomètres, qui a produit le son à une certaine intensité, une petite intensité, et que devant vous avez une autoroute où il y a une grande circulation dans les deux sens, etc., qui produit une plus grande intensité, et bien il y a une intensité, la première intensité de l'autoroute va masquer la deuxième intensité, c'est-à-dire le son de l'appareil. Voilà. Alors effectivement, s'il y a un bruit à proximité qui est plus fort, plus puissant que le bruit de l'avion, bah c'est logique qu'on n'entende pas l'avion. Mais ça, ce n'est pas valable qu'avec le ciel, hein, c'est valable pour tout. Si quelqu'un nous parle et qu'on met la musique à fond, la musique va forcément couvrir la voix de la personne qui parle. Mais ça, c'est de la logique, donc il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Si effectivement on a un véhicule qui passe et qui masque le bruit de l'avion, il est normal qu'on n'entende pas nécessairement l'avion. Et ça ne veut pas dire que l'avion s'est transformé en soucoupe volante. Enfin, je rigole, mais ça, c'est de la logique. Si on réfléchit, c'est logique. S'il n'arrive pas à identifier ce qu'il voit, Enfin, qu'il n'entend pas le bruit de l'avion, notification. il va continuer à considérer que c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à expliquer. Mais même, est-ce que le bruit de l'avion l'aurait fait changer d'avis? C'est aussi une autre question. Hein. Il aura associé un bruit de phénomène ovni. Bon, quand même pas.
Il y en a qui Oui, il y a des cas. Moi, tous les cas où le phénomène d'école, enfin des cas d'atterrissage, où le phénomène d'école avec un bruit de machine à coudre, un bruit saccadé. De soufflerie aussi. De soufflerie, un bruit saccadé. Mhm. Moi, je dis attention, hélicoptère pas loin. Hein. Dans certaines conditions, tu peux être confronté à des phénomènes dont tu ne vas pas entendre le bruit. Le relief, des structures gênantes, le sens du vent, des bruits annexes, un état d'esprit particulier à ce moment-là, parce que je pense que l'état psychologique d'un témoin peut jouer aussi. Le fait d'être marqué, impressionné par quelque chose peut t'empêcher de mémoriser certains aspects de l'observation. Où tu mémorises, mais tu ne te rappelles pas, après, ça te revient pas. C'est comme on l'a vu dans certains cas qui n'ont pas forcément de rapport avec le paranormal, mais des cas d'observation liés à un accident, liés au judiciaire, où tu as un événement qui se passe, et quand on étudie le témoignage lié à cet événement, et quand on discute avec le témoin après, on se rend compte qu'il y a des choses qu'il a enregistrées et pas d'autres. Donc je pense que dans certains cas, la personne peut ne pas enregistrer le son. Elle est tellement obnubilée, marquée par ce qu'elle voit en visuel, qu'elle n'entend plus. Et qu'elle ne traite plus les informations dans leur globalité. Il y a en ufologie des faits, des cas expliqués, mais qui sont cachés dans le souterrain de l'ignorance. Après vous avoir énuméré qu'est-ce que la couverture sonore, avec quelques exemples, mais également sur l'intensité sonore, je vais vous faire part à présent des canulars. Pour certains, l'ufologie en elle-même est un canular ou une chasse au Dahu. Pour d'autres, il y a très peu de canulars. Donc voyons dès maintenant, avec les interventions de Gilles Durand, Thierry Rocher et Rémi Fauchereau, quelques canulars, des connus, des moins connus, pour terminer sur un canular qu'avait reçu Rémi Fauchereau, président de l'association d'études des phénomènes aériens, il y a quelques années en arrière. Il y a 3-4 ans, là, les papilles qui se sont fait connaître en 2014. Donc après, ça fait 60 ans après 54. 2014, le cas, c'est dans le sud de la France, ils s'étaient amusés à faire rouler sur une pente d'une montagne des roues de vélo avec un système lumineux accroché dessus, des trucs qui brûlaient, je crois. Et après, il y a eu une observation faite dans le village qui était en contrebas, qui a été repris dans la presse. Et quand ils se sont rendus compte que ça partait loin, ils n'ont jamais pu arrêter la chose. Et puis en plus, en tant que gamin qui faisait un canular, ils allaient pas être, ils seraient plus crédibles, quoi. Donc c'est bien après, c'est quand ils ont été à la retraite qu'ils ont avoué avoir fait ce canular-là. Parce que c'est un cas qui a été cité plusieurs fois. Voilà, très bien. Mais quand on voit par exemple la vague de 54, il y a eu... Là je viens de découvrir un cas que je ne connaissais pas, parce qu'il n'est pas vraiment sorti de la région où il s'est produit, donc en Picardie. À un moment donné, j'ai cru que c'était le cas de Gilles Herbose, un des premiers, juste avant Carouble. Mais en fait, c'est pas celui-là, c'est un cas que je ne connaissais pas du tout. Parce que là, il y avait 3 témoins et ils ont raconté des bobards, et puis ça a été ensuite éventé. Mais il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu le cas de Mertrude, où le cantonnier prétend avoir vu une soucoupe volante avec un être poilu avec un corset orange. Mais c'était simplement, ça a fait, là, celui-là a été médiatisé au niveau national, peut-être même international. Et en fait, c'était juste une excuse parce qu'il
il avait une patte d'oreiller et puis il allait arriver en retard au boulot. Et il dit, j'ai rencontré une soucoupe volante et un martien. Voilà. Voilà, c'est une excuse qu'il a trouvée parce que c'était en pleine vague. Donc c'est une influence. Bon, on sait que déjà dans la vague de 54, il y a eu, à un moment quand la vague est devenue médiatique, il y a eu un mélange de cas. Des cas réels, enfin je dis réels, on va dire sur lesquels on peut se poser des interrogations, qu'ont vraiment vu des gens. Il y a des cas de méprise, et il y a des canulars, donc, et il y a eu des cas qui n'existent pas, qui ont été créés par les journaux de l'époque. Donc tout se mélange, ce qui fait qu'on a une espèce de bouillon de culture où les uns interagissent avec les autres. Donc après, c'est tout un travail subtil de dépiotage et puis d'analyse des cas pour arriver au plus intéressant. Alors vous avez le choix, soit ces appels téléphoniques avec des blagues, là vous pouvez demander à Rémi Fauchereau, il en reçoit souvent. Même moi j'ai mis mes coordonnées qu'on peut trouver facilement sur le net, facilement dans un annuaire, facilement même avec mon email, savoir mon nom, mon prénom. J'ai rien à cacher pour faire voir un peu, pour montrer la transparence de l'association, pour qu'on puisse se renseigner vraiment comme on veut sur l'association. On retrouve tout ça sur le net. Donc, pour en revenir au canular, il est vrai que suite à ces affiches que j'ai collées un peu partout dans le département, il y a des endroits où j'ai remarqué, comme le village d'Armeau, où il ne fallait pas coller. Pas dans ce village d'Armeau qui se trouve derrière Joigny, parce que là on a systématiquement des canulars, généralement d'adolescents, c'est les adolescents qui font des canulars. Il y en a qui sont franchement durs à supporter. Très 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 violent même. Insultant aussi. Insultant. C'est arrivé, ça n'arrive pas tous les jours, ça je vous rassure tout de suite, mais on a quand même eu quelque chose. On a des plaisanteries des fois un peu débiles. Revenons dès à présent au canular qu'il y a eu il y a quelques années dans le département de l'Yonne. Une RR3 qui a été inventée de toutes pièces. Mais dans quel but? Pourquoi? Là est la question encore aujourd'hui de bon nombre d'enquêteurs. Hormis le cas de Montigny-Larel, où c'était deux femmes qui étaient de Normal Sub, je crois, qui m'ont monté une histoire bien combinée, où j'ai été là sur les lieux pour voir, et c'est en me rendant sur les lieux, que je me suis aperçu que ça tenait pas debout. Ils avaient aussi surenchéri par des dessins ou des choses comme ça, où on s'apercevait que ça allait pas non plus de ce côté-là. Où les témoins n'ont pas compris qu'en disant que le phénomène était à tant de mètres, qu'en centaines de mètres d'ailleurs, et ils voyaient des détails, des cailles sur le corps de l'humanoïde, alors qu'elles étaient les personnes à 500 mètres environ à 500 mètres de l'observation prétendue. Voilà. On ne va pas trop donner de détails là-dessus parce que finalement, les enquêteurs ont des techniques pour faire des vérifications sur des cas et voir si la personne, le témoin, est en train de manipuler l'enquêteur ou pas. Mais ce qu'il y a, c'est que l'intérêt de la chose, c'est quand même d'arriver à savoir, en fonction des paramètres que te donne le témoin, savoir s'il ne se trompe pas dans la distance. C'est pas obligatoirement volontaire, ça peut être juste une erreur de perception. Il dit qu'il est à 70 mètres, alors quand tu vois les détails qu'il te donne, s'il est vraiment à 70 mètres, pas possible. Les détails sont trop précis. Alors voilà, et ainsi de suite. Là, c'était juste un argument sur des canulars
et pour pas donner de nouvelles choses à de futurs manipulateurs, Ouais, bien des sûr, mecs bien qui veulent... Peut-être nous tester justement, et puis pour voir un Ouais, peu. parce que c'est bien ce que tu dis là, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'enquêteurs en France, et je pense que des personnes d'associations, de groupements, ont souvent eu affaire à des gens qui testent, des enquêteurs qui testent le sérieux des associations. Oui, et là je pense que c'était un test qu'on nous faisait, hein, parce que vu comment le texte avait été rédigé, vu comment la presse avait été présentée, les dessins, tout était préparé, tout a suivi, toutes les informations sont suivies dans un certain ordre bien précis, etc. Comme s'ils s'attendaient à ce qu'on leur demande ceci, cela, etc. S'ils savaient comment allait se dérouler une enquête, etc. Donc là, on a réussi quand même à démonter ça, parce qu'il y avait des petits indices, quand on va au fond des choses dans l'enquête, on s'aperçoit, il faut vraiment aller sur le terrain déjà et d'une, aller au fond des choses, et puis on s'aperçoit donc que ça ne collait pas, et puis on a démonté l'affaire, et on s'en est félicité, parce que c'était vraiment un canular, alors monté d'une main de maître, d'ailleurs, par des gens qui avaient fait... je crois Normal Sup ou des trucs comme ça, oui, déjà d'un certain niveau. Encore faut-il qu'il t'ait dit la vérité. Oui. Là-dessus. Voilà. S'ils inventent des cas, il y a un but derrière ça. Un but, c'est coincer quelqu'un ou se moquer de quelqu'un. Donc, non, moi j'ai pas... Les cas dont j'ai connaissance sont des cas qui sont anciens, qui remontent à certaines vagues, où les gens faisaient des canulars pour s'amuser, et c'était, enfin, on va pas dire que c'était bon enfant, mais c'était pour rigoler, quoi. C'était pour voir ce qui se passait et voir comment d'autres personnes percevaient les phénomènes. C'était surtout sous cet angle-là. Peut-être aussi se moquer des voisins, se moquer des témoins, etc. Et ça existe depuis que l'ufologie existe. Hein. Dans plein de pays, il y a eu ce genre de cas. Et puis les blagueurs et les canulars, tout simplement parce que je m'en rencontre tout de suite à la manière dont le témoin, par exemple, soit il téléphone et il ne peut pas garder son sérieux, il rigole, ou alors il invente, tu vois vraiment qu'il invente des choses. Quand tu lui poses des questions, tu fais des recoupements, tu essaies de faire des recoupements, des contre-questions et tout, et puis il se fout dedans complètement, il ne sait plus où il en est, et puis bon, il finit par raccrocher, et puis c'est fini. Il ne va même te donner aucune référence pour rentrer en contact avec lui, qui ne veut pas te rencontrer, il ne veut pas que tu lui envoies de dossiers à remplir, et puis il raccroche tout de suite, et puis c'est fini, quoi. Bon ben, faut pas aller plus loin, quoi, c'est tout. Voilà, c'est la fin de cet épisode Objet volant identifié, les méprises, numéro 7. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire ce nouvel épisode, mais également les membres de l'équipe d'ODH TV, les partenaires et les amis. Les prochaines éditions d'Ovi les méprises vont changer. Il y aura le courrier des ODH Notes, la question de l'édition, mais également l'astuce, et à chaque fois le dossier. Donc je vous donne rendez-vous au prochain épisode, le numéro 8, qui sera disponible prochainement sur ODH TV. Et n'oubliez pas l'abonnette à réseau et la station météo, et à très bientôt sur ODH TV.